Ma petite amie ne savait pas que j'étais en mission. Lors d'une réunion d'anciens élèves, elle a perdu à action ou vérité, et a dû dire le plus gros mensonge à la personne la plus importante de sa vie. J'ai écouté Chloé dire avec un ricanement Ethan, la vérité c'est que je ne t'ai jamais aimé. Au moment où elle a fini de parler, un coup de feu a retenti de mon côté. Chloé a crié mon nom plusieurs fois, mais il n'y a eu qu'un silence. Puis notre ancien délégué de classe a dit « Tu appelles encore Ethan, tu ne sais pas qu'il est en mission à la frontière ». Avec un bruit sec, son téléphone est tombé par terre, devant tout le monde. La fille qui avait toujours tout maîtrisé s'est complètement effondrée. Elle m'a rappelé frénétiquement, en sanglotant Ethan, je mentais. Je ne faisais que mentir. Décroche s'il te plaît. Je t'en supplie. Décroche. Mais après ce jour-là, j'ai disparu. En aidant ma petite amie à trier de vieilles affaires, je suis tombé sur une lettre qu'elle avait écrite. Elle disait « J'ai menti à Ethan en lui disant que j'avais un voyage d'affaires à San Diego en octobre. La vérité, c'est que je prenais soin de Ryan, qui venait de se réveiller de son coma. Après 5 ans, Ryan est enfin réveillé et je sais avec certitude qu'il est le seul que j'aime. Et moi qui croyais qu'après la mort de mes parents, en service Chloé était la personne qui m'aimait le plus au monde. Maintenant, j'avais enfin compris. Elle m'avait poursuivi avec tant d'acharnement uniquement parce que j'étais un sang remplaçant pour lui. Une fois que j'ai fait face à la vérité, j'ai demandé à rejoindre une opération clandestine à haut risque. Ethan, vous savez à quel point cette mission est dangereuse, a dit mon supérieur. Il y a une chance très réelle que vous ne reveniez pas. Vous avez été blessé récemment. Votre priorité absolue devrait être votre rétablissement. De plus, est-ce que votre petite amie vous laisserait même partir? Je pensais que vous alliez vous marier. Ma décision est prise, mon commandant. Je demande à participer. C'est une décision personnelle, et elle n'a rien à voir avec elle. En fait, je prévois de rompre. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. Après une longue pause, mon supérieur a finalement parlé la voix lourde. Très bien, prenez les 2 prochaines semaines pour régler vos affaires personnelles, puis attendez l'appel. J'ai compris le message implicite. Il me disait de me préparer au pire, de rédiger mon testament et de régler mes dernières volontés. Une mission comme celle-ci était pratiquement une mission suicide. Si je ne revenais pas, il faudrait que j'aie laissé quelques dernières mots pour ma famille. Mais, en l'état actuel des choses, je n'avais plus personne à qui rendre des comptes. 3 jours avant mon départ, Chloé a finalement senti que quelque chose n'allait pas. Je suis rentré à la maison et je l'ai trouvée en train de froncer les sourcils, fouillant dans un placard. Elle a levé les yeux vers moi. « Ethan, où sont toutes nos vieilles photos, et l'écharpe et les gants que tu m'as tricotés? Où les as-tu mis ?» J'ai gardé une voix basse. Il faisait trop humide dans le placard. Les photos n'étaient pas plastifiées, alors elles ont gondolé. Je les ai envoyées pour être restaurées. L'écharpe et les gants ont moisi, alors je les ai jetés. Chloé a hoché la tête pensive, mais un souvenir a soudainement refait surface. Elle avait mis ses photos dans l'album de ses propres mains, et elle était sûre de les avoir plastifiées. S'était-elle mal souvenue? Juste au moment où elle s'apprêtait à me questionner davantage. Son téléphone a vibré sur la table. « Ethan, je dois prendre cet appel professionnel », a-t-elle dit. « Si les anciennes sont parties, c'est comme ça. On pourra toujours prendre de nouvelles photos. » Sur ce, elle s'est retournée et est entrée dans le bureau, avec un air pressé dans sa démarche. Son premier amour Ryan avait été dans le coma, et pendant 5 ans, elle m'avait utilisé comme son substitut. Un remplaçant, un simple substitut pour l'affection qu'elle lui portait. Maintenant que le vrai était de retour, bien sûr, elle était anxieuse. J'ai esquissé un petit sourire sans prendre la peine de relever sa piètre excuse. Cette nuit-là, après que Chloé se soit endormie, je l'ai observée pendant un long moment, avant de glisser délicatement son téléphone dessous son oreiller. J'ai tapé le mot de passe, et l'écran s'est ouvert directement sur sa conversation iMessage avec Ryan. J'ai fait défiler leurs messages, voyant comment elle partageait chaque petit détail de sa journée avec lui. Comment elle acceptait chacune de ses demandes, sans une seconde d'hésitation. Comment elle allait même jusqu'à s'excuser auprès de lui, avec tant de prudence. Une lueur de déception m'a traversé. Alors c'était comme ça qu'elle était, quand elle a aimé vraiment quelqu'un. J'ai arrêté de faire défiler, et je suis retourné à son écran d'accueil. J'ai immédiatement vu les 2 conversations épinglées en haut de la liste. L'une était celle de Ryan et l'autre la mienne. J'ai jeté un œil à sa silhouette endormie, puis j'ai fait un appui long sur ma propre icône, désépinglant la discussion. Ensuite, je suis allé dans ma fiche de contact dans son téléphone et j'ai appuyé sur supprimer. Bientôt, je disparaîtrai complètement de son monde. Il était juste que tout ce qui me concerne soit effacé en même temps que moi. J'ai dormi profondément. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, la place à côté de moi, dans le lit, était déjà vide. J'ai enfilé des vêtements noirs et j'ai pris un parapluie, prêt à sortir. Au moment où j'atteignais la porte d'entrée, je suis tombé sur Chloé, qui revenait avec le petit déjeuner. « Où vas-tu sous cette pluie battante ?» a-t-elle demandé. À son expression, j'ai compris qu'elle n'avait pas remarqué que j'avais supprimé et bloqué son numéro. Son esprit était maintenant entièrement accaparé par Ryan. Elle n'aurait pas remarqué quelque chose d'aussi insignifiant. Quand je lui ai dit que j'allais au cimetière rendre visite à mes parents, Chloé s'est figée. Ce n'est pas un jour férié, et ce n'est pas leur anniversaire de décès.
Pourquoi cette visite soudaine au cimetière? Elle a réfléchi un instant, l'air inquiet, puis a posé le petit déjeuner et a décidé de venir avec moi. Ethan, je viens avec toi. Chez le fleuriste, j'étais en train de payer un bouquet de chrysanthèmes, quand Chloé qui m'attendait a reçu un appel de Ryan. Chloé, où es-tu? Pourquoi n'es-tu pas encore à ma fête d'anniversaire? Chloé a jeté un œil à sa montre. Il n'est que 10 heures. J'y passerai un peu plus tard. Mais Ryan a insisté, exigeant qu'elle vienne tout de suite. Chloé savait qu'il serait contrarié si elle refusait encore, mais elle était avec moi en chemin vers la tombe de mes parents. Elle était tiraillée. J'ai levé les yeux, et j'ai vu le dilemme sur son visage, alors je lui ai offert une porte de sortie facile. Vas-y, si tu as quelque chose à faire. Elle n'a pas semblé remarquer mon manque total d'inquiétude. Elle n'a pas discuté, a simplement ouvert son parapluie et m'a accompagné jusqu'à un taxi. Ne reste pas trop longtemps et garde bien le parapluie au-dessus de toi pour ne pas tomber malade. Après que j'ai hoché la tête, elle s'est retournée et est partie. Une demi-heure plus tard, le taxi est arrivé à Arlington. J'ai payé le chauffeur, puis tenant les fleurs dans un bras et le parapluie dans l'autre, j'ai marché lentement vers le fond du cimetière. En regardant la longue liste de distinctions sur leurs pierres tombales, j'ai silencieusement déposé les fleurs et j'ai levé ma main droite pleine de cicatrices en guise de salut. Je voulais juste les voir une dernière fois avant de partir. Je n'avais rien préparé à dire. Je savais qu'ils comprendraient ma décision, tout comme je ne leur en avais jamais voulu pour la leur. Sur le chemin du retour, j'ai ouvert une vidéo d'anniversaire que Ryan venait de poster sur TikTok. Dans une grande salle décorée de fleurs et de ballons, il a fait son entrée dans un costume parfaitement taillé sous un concert d'acclamation. Chloé était là, souriant alors qu'elle lui a tendu un bouquet de roses, puis s'est approchée intimement pour redresser sa cravate. La foule autour d'eux a applaudi. Des voix s'élevaient pour dire quel couple parfait ils formaient. J'ai regardé toute la vidéo de 5 minutes sur le chemin du retour. Je ne suis sorti de ma transe que lorsque le chauffeur a annoncé mon arrivée. J'ai éteint mon téléphone et je suis retourné dans mon appartement froid et vide. Seule Chloé n'est pas rentrée cette nuit-là. Quand je me suis réveillé, j'ai vu la date sur mon téléphone le 29 décembre. Je me suis levé doucement et j'ai commencé à détruire toute trace de moi dans cet appartement. Le soir venu, j'avais terminé. J'ai inspecté les pièces désormais vides, je suis retourné dans la chambre et j'ai fermé ma valise. Juste au moment où j'allais partir, mon téléphone a sonné. Ethan, c'est Marc du cabinet. Chloé est avec nous, mais elle a beaucoup trop bu. Peux-tu venir la chercher? Mon capitaine ne m'avait pas encore envoyé de message, donc j'avais encore un peu de temps. J'ai décidé d'y aller. J'ai aidé une Chloé presque inconsciente à rentrer à l'appartement et je l'ai allongée sur le canapé, mais elle s'est accrochée à moi, refusant de me lâcher le visage crispé, de douleur. Ryan a-t-elle marmonné, j'ai mal au ventre. Je suis resté silencieuse un instant, sur le point d'appeler les urgences quand un message de mon capitaine est arrivé. Ethan, c'est l'heure. L'opération est lancée. J'ai regardé Chloé en sueur et recroquevillée, en boule. Après un moment de réflexion, j'ai envoyé un texto à Ryan. Je quitte Chicago pour de bon. Chloé est ici et elle est malade. Tu dois venir t'occuper d'elle. Ryan n'a pas répondu, mais quelques minutes plus tard, on a frappé à la porte. J'ai envoyé un message de confirmation à mon capitaine. J'ai posé la lettre de rupture que j'avais imprimée plus tôt sur la table de chevet, et j'ai marché vers la porte avec ma valise. Je l'ai ouverte. Nous nous sommes regardés un instant, sans dire un mot. Alors que je passais. Devant lui, j'ai entendu Chloé appeler depuis le canapé. Ethan. J'étais stupéfait. Elle avait vraiment prononcé mon nom. Je ne comprenais pas. Pourquoi, mais je ne me suis pas retourné vers elle. Je n'ai même pas tourné la tête. Chloé, cette fois, je te rends à Ryan. Pour de bon, et je donne ma vie à mon pays. À cette pensée, un léger sourire a effleuré mes lèvres. D'une légère poussée, la porte s'est refermée derrière moi. Quand Chloé s'est réveillée, elle était dans un lit d'hôpital. Sa tête lui lançait à cause de là. Gueule de bois et sa voix était rauque. Comment suis-je arrivé ici? Ryan, qui était assise à ses côtés, l'a entendu et s'est immédiatement penché pour l'aider à s'asseoir. Il lui a tendu un verre d'eau, le ton plein de reproches. Tu me demandes, qui t'a dit de boire autant? Si je ne t'avais pas emmené aux urgences hier soir, tu aurais probablement été malade jusqu'à t'évanouir. Chloé a bu une gorgée d'eau, ses idées commençant à s'éclaircir. Elle a regardé le visage mécontent de Ryan alors que des souvenirs fragmentés de la veille lui revenaient en mémoire. Elle se souvenait d'avoir été à l'appartement la nuit dernière. N'était-ce pas Ethan qui aurait dû l'emmener à l'hôpital? Elle n'arrivait pas à reconstituer les faits. Alors, elle a demandé timidement. « Étais-tu dans mon appartement hier ?» Ryan s'est figé, réalisant sa gaffe et cherchant un moyen de se rattraper. Voyant son silence, le cœur de Chloé s'est mis à battre la chamade et son visage est devenu blême. Elle a attrapé ça, mais la voix remplie de panique. « Ryan, laisse-moi t'expliquer. Ethan et moi. » Ryan savait ce qu'elle allait dire, mais il avait vu la lettre de rupture à l'appartement. Il savait qu'Ethan ne reviendrait pas, et la peur secrète qu'il avait gardée en lui avait disparu. La voyant si désemparée maintenant, il a ressenti une pointe de sympathie et l'a interrompu, lui révélant tout, dehors.
Je sais que tu t'es mise avec Ethan seulement pour aider à attraper l'homme qui m'a attaqué. Maintenant qu'Ethan a été blessé, sa carrière ruinée, tu te sens coupable et c'est pour ça que tu n'as pas rompu avec lui. Je le sais depuis, avant que je ne sois sorti de l'hôpital. En entendant ces mots, l'esprit de Chloé est devenu complètement vide. Elle pensait l'avoir si bien caché, mais il avait su depuis le début. Il n'y avait aucune accusation dans la voix de Ryan, ce qui n'a fait qu'augmenter sa panique alors qu'un flot de souvenirs revenait. Elle a agrippé les draps, ses yeux remplis de culpabilité et de regret, et a commencé à divaguer. C'est ma faute. Tout est de ma faute. Si seulement je t'avais conduite à l'aéroport ce jour-là, tu n'aurais jamais été attaqué. Et Ethan ne m'aurait jamais rencontré. Il n'aurait jamais été blessé. Je vous ai fait du tort à tous les deux. La voyante au bord de la crise de nerfs à cause de la culpabilité, Ryan a ressenti une vive douleur dans sa poitrine. Il connaissait Chloé depuis des années. Il savait qu'elle prenait toujours la responsabilité de tout ce qui lui arrivait. Il savait que Ethan était une victime innocente dans tout ça, mais ce qui était fait était fait. Le regret ne changerait rien. C'est pourquoi elle a essayé de me dédommager avec de l'argent. Je ne pouvais plus être détective, mais avec ce genre d'argent, j'aurais au moins été à l'abri pour le reste de ma vie. Mais j'ai refusé son offre, et maintenant je suis parti de mon propre chef. Ryan sentit un nœud d'angoisse dans son propre estomac, mais il ne voyait pas d'autre solution. Il aimait Chloé depuis des années, et il avait failli perdre la vie dépérissant dans ce lit d'hôpital. Il avait l'impression qu'on lui avait donné une seconde chance, un miracle, et il ne pouvait supporter l'idée de la perdre maintenant. Mais si elle ne pouvait pas aller de l'avant, si elle était pour toujours noyée dans cette culpabilité, quel genre d'avenir pourraient-ils avoir? Cette pensée a renforcé sa résolution. Il a fouillé dans son sac, en a sorti la lettre et l'a tendue à Chloé. Chloé, le détective Evans, il savait que la dernière fois que nous nous sommes vus n'était pas un accident. Il m'a appelé. Il voulait parler. Il a quitté la ville hier, c'est pour toi. Il voulait que tu l'aies. Les mots ont frappé Chloé comme un coup physique. Ses yeux se sont écarquillés, ses épaules ont commencé à trembler de manière incontrôlable, et un frisson glacial l'a envahie. Elle a semblé s'engourdir, prenant l'enveloppe machinalement, ses doigts lentement, l'ouvrant. Les mots nets imprimés sur le papier blanc ont dansé devant ses yeux. Chloé, au moment où tu liras ceci, je serai parti de Chicago. Il y a des choses que je voulais te dire en personne, mais comme tu n'es pas rentré à la maison, une lettre devra faire l'affaire. Premièrement, je romps avec toi. Tu te demandes probablement pourquoi, mais la raison est simple. Tu n'as jamais été amoureuse de moi, et je ne suis plus amoureux de toi. Il n'y a aucune raison pour que nous soyons liés l'un à l'autre. Il est temps pour nous deux d'aller de l'avant. Va être avec la personne que tu aimes vraiment. J'espère sincèrement que tu obtiendras tout ce que tu veux, et que tu auras une vie heureuse. Deuxièmement, ne me cherche pas. Ne pose pas de questions sur moi. Je commence une nouvelle vie sur un nouveau chemin que j'ai choisi pour moi-même, après mûre réflexion. Ce chemin aura ses propres défis, et un avenir incertain, mais c'est là que mon cœur me mène. L'histoire entre nous est terminée. S'il te plaît, n'essaie pas de me retrouver. Troisièmement, à propos des deux attaques. J'ai découvert la vérité il y a 2 mois. Je ne pouvais pas l'accepter au début, mais je porte cet uniforme depuis 6 ans. Je sais que le monde n'est pas un conte de fées. C'est un champ de bataille de noir de blanc et de toutes les nuances de gris. Le bien et le mal, la sincérité et la tromperie, la manipulation et l'utilisation. Cela arrive chaque jour. Je sais que tu n'as jamais eu l'intention de me faire du mal et je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Mais en tant qu'officier de police, j'ai mon propre devoir. Attraper les criminels, faire respecter la justice et protéger les gens. C'est la mission que je porte. Je ne reculerai pas à cause d'une blessure et je ne garderai pas de rancune parce que j'ai été utilisé. Je sais que là où il y a du soleil, il y aura des ombres. Mais je sais aussi que la lumière qui brille sur moi a toujours été chaude et éclatante. Tu n'as pas besoin de te sentir coupable. Dans mon esprit, je n'ai pas perdu l'usage de ma main à cause de toi. Je l'ai perdu en poursuivant la justice. J'arrêtais un criminel violent et je protégeais ses victimes. Il se trouve que tu étais lié à l'affaire. Ton seul mobile était d'obtenir justice pour Ryan. Si moi je peux le voir, pourquoi pas toi? Et une dernière chose, je veux que tu saches que je ne t'ai jamais détesté. Ni à l'époque, ni maintenant. Et je ne le ferai jamais. Ethan, le 29 décembre, Chicago. Dès la première phrase, les larmes ont coulé sur le visage de Chloé. À la fin, la lettre était trempée. Un sanglot étouffé et désespéré s'est échappé de sa gorge, remplissant la chambre d'hôpital silencieuse. Elle a senti une déchirure dans sa poitrine, une douleur aiguë qui lui est montée à la tête et l'a consumée. Elle a serré la lettre humide contre son cœur, se recroquevillant sur elle-même, ses ongles s'enfonçant si profondément dans ses paumes que le sang a commencé à perler, se mélangeant aux larmes qui brouillaient l'encre sur la page. En voyant son agonie, les larmes sont montées aux yeux de Ryan. Il a attrapé sa main, essayant de l'empêcher d'enfoncer ses ongles encore plus profondément, mais sa poigne était de fer. Alors que les coupures sur sa paume s'approfondissaient, il a perdu son sang-froid et s'est écrié « C'est fini, Chloé. Il est passé à autre chose. Pourquoi tu te fais ça à toi-même? Il ne t'a jamais détesté. Fais comme si tout ça n'était qu'un mauvais rêve. Le rêve est terminé maintenant. Ne peut-on pas simplement regarder vers l'avenir? » Chloé voulait le croire tout oublié.
Mais elle savait avec une terrible certitude que ce n'était pas un rêve. Tout avait été réel. Le couteau qui avait transpercé ma main avait aussi transpercé son cœur. La blessure pourrait guérir, mais la cicatrice resterait à jamais. Un rappel permanent et douloureux. Maintenant que j'étais parti, elle avait perdu sa chance de se racheter. Les mots. Je suis désolé qu'elle n'a jamais pu dire, allait maintenant la hanter pour le reste de sa vie, une ombre à laquelle elle ne pourrait jamais échapper. Fin février, le temps à Miami commençait à se réchauffer. Alex a dormi jusqu'à midi, pour être réveillé par des coups insistants à sa porte. Jurant à voix basse, il s'est traîné en pantoufles et a ouvert la porte brusquement, le visage crispé par l'irritation. Voyant que c'était Bill, il lui a donné un coup de pied nonchalant dans le genou. « Pourquoi tu frappes sitôt tu veux mourir ou quoi ?» Crache le morceau et dégage. Ne dérange pas mon sommeil. Bill avait entendu dire qu'Alex était resté au casino jusqu'au petit matin. Voyant sa sale humeur, Bill a rapidement affiché un sourire et lui a offert une cartouche de cigarette. « Je ne rêverais pas de vous déranger, patron, sauf si c'était important. Monsieur K m'envoie. Il dit qu'un gros poisson arrive dans 7 jours. Il veut que vous soyez prêts. » Alex a arrêté sa main au milieu de l'ouverture du paquet. Il a haussé un sourcil. Un gros poisson, de quelle taille? Bill a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule puis a levé 6 doigts. Alex a fait claquer sa langue, a jeté un paquet de cigarettes à Bill et en a allumé une pour lui-même. De quel genre de poisson on parle? Un banquantier ou un grand requin blanc? Bill a souri en déballant son propre paquet offrant du feu à Alex. J'ai entendu dire que celle-ci est une sirène. Un gros bonnet de l'autre côté de l'océan la veut personnellement. On doit assurer la livraison. Alex a pris quelques bouffées. Ses yeux se plissèrent en signe de réflexion et il hocha la tête. Comprenant l'allusion, Bill sortit précipitamment. Alex referma la porte d'un coup de pied et s'assit à la table, posant sa cigarette sur le bord. Il vida la moitié de l'eau d'un verre à proximité et, trempant son doigt dedans, commença à tracer des motifs sur le dessus de la table. Une sirène. Cela signifiait qu'elle était belle. 6 millions de dollars pour enlever une seule personne. Elle devait être une cible difficile, quelqu'un sans relation politique pour la protéger, mais assez célèbre pour être connue des cartels de l'autre côté de la frontière. Ce devait être une célébrité. À cette pensée, le cœur d'Alex, mon cœur se serra. J'écoutai attentivement les bruits extérieurs puis je sortis un nouveau paquet de cigarettes. Je pris un stylo et commençai à écrire à l'intérieur du carton. Le stylo était vieux et l'encre ne coulait pas. Je le secouai fort, mais le mouvement brusque tira sur ma blessure au flanc. Une douleur fulgurante me transperça et je sifflai, prenant un moment pour récupérer avant de pouvoir écrire à nouveau. 7 jours sirène dans l'eau. Après avoir écrit le mot, je glissai le paquet dans ma poche, remontai dans mon lit et tirai la couverture sur ma tête. Quand je me réveillai, le ciel était sombre. Je me levai et me dirigeai vers la cuisine. Le dîner était terminé depuis longtemps. Il ne restait que des miettes. Je maugréai une insulte contre les salauds qui n'avaient pas gardé la moindre chose pour moi et me dirigeai vers la passerelle. Quelques membres de l'équipage me virent et m'interpellèrent, me demandant où j'allais. Je leur lançai un regard noir, mais un sourire se dessina sur mes lèvres. Bande de vautours même pas capables de garder une assiette pour votre patron. Tout ce temps que j'ai passé à veiller sur vous. Pourquoi faire? En entendant cela, les hommes se contentèrent de sourire penaudement et se dépêchèrent de venir abaisser la passerelle pour moi. Je ne me suis pas retenu attrapant une poignée de cigarettes de ma cartouche et la leur lançant à eux. Puis je me suis dirigé nonchalamment vers un petit restaurant du village. Il était 8 heures et l'endroit était presque vide. Je commandai du riz frit, pris la dernière cigarette du paquet sur lequel j'avais écrit l'allumet, et jetai la boîte vide dans la poubelle qui débordait près du comptoir. 5 minutes plus tard, la propriétaire apporta mon plat, et dans le même mouvement, noua les sacs poubelles pleines et le remplaça par un nouveau. Je mangeai rapidement sans la regarder. Après avoir fini, je lâchai un rot, me dirigeai vers le comptoir, et jetai un billet de 100 $ froissé. La femme fouilla dans la caisse pendant un moment, avant de me rendre ma monnaie. Je la pris me curant les dents, avec un cure-dent, tout en donnant des coups de pied dans les graviers sur le chemin du retour vers les quais. Au moment où je posais le pied sur le pont, je tombais sur Zek. Il se leva immédiatement, offrant sa chaise d'un ton mielleux. « Et Alex, tu ne tentes pas ta chance aux tables ce soir ?» Je m'affalai sur la chaise et m'étirai. Je suis à sec, plus un rond. J'attends juste que le prochain poisson morde à l'hameçon. C'était ma façon de dire que j'étais fauché. Les yeux de Zek balayèrent les environs une seconde avant qu'il ne sorte une épaisse liasse de billets de sa poche et ne me la tende à moi. Je le regardais avec méfiance sans prendre l'argent. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Juste un petit quelque chose pour vous montrer mon respect de patron. C'est pas grand-chose, juste assez pour quelques cartouches de clope. » Un lent sourire se dessina sur mon visage. Je pris l'argent, me levai, et lui tapai sur l'épaule. « Tu es un gamin malin, Zek. La prochaine fois qu'un poisson se présente, je te laisserai t'occuper de la récupération. » Puis le visage de Zek s'illumina. Il attrapa rapidement une lanterne pour m'éclairer le chemin. De retour dans ma cabine, je verrouillai la porte et sortis la liasse de billets de ma poche. À l'intérieur se trouvait un petit morceau de papier plié.
Je lus le mot à la lumière de la lampe, mémorisant les mots, puis je l'ai froissé, l'ai mis dans ma bouche, et me suis forcé à le mâcher et à l'avaler, avec une gorgée d'eau. Après avoir soufflé la lampe, j'ai entendu les bruits étouffés d'hommes qui plaisantaient sur le pont devant ma fenêtre. Je me suis glissé jusqu'à la fenêtre et l'ai entr'ouverte tendant l'oreille. Alors une grosse prise arrive, je me demande ce que sera notre part. Tu crois qu'on en verra la couleur, avec Bill et Alex aux commandes. T'auras de la chance si tu chopes une nageoire. Continue de rêver. Alex est là depuis seulement 1 mois, et il a déjà le meilleur morceau. Nous, ça fait 6 mois qu'on est là et on n'a même pas un foutu globe oculaire. C'est pas juste. T'es qui toi putain, t'as même trop la trouille pour tuer un poisson. Si Alex t'entendait parler comme ça, il te jetterait à l'eau lui-même, en les entendant jacasser sur moi. Alex non. Ethan, je me suis rallongé sur ma couchette, l'esprit envahi de souvenirs. Après avoir quitté Chicago fin décembre, je suis venu à Miami pour 2 semaines d'entraînement intensif. Pendant ce temps, j'ai appris ma nouvelle identité, ma mission, et j'ai mémorisé chaque détail disponible sur l'organisation criminelle que je devais infiltrer. La mission s'appelait Opération Chasse au renard, une opération majeure, visant à démanteler un syndicat du crime dirigé par un homme connu seulement sous le nom de Monsieur K, opérant le long de la frontière américano-mexicaine. Son organisation avait des liens profonds avec des cartels au Mexique se livrant au trafic d'organes humains, pour le profit gérant des casinos illégaux et s'adonnant aux enlèvements et à la traite d'êtres humains. L'homme que j'usurpais, Alex Chen, était le fils d'un homme de main de bas étage qui travaillait pour l'ancien chef de l'organisation. Son père avait été capitaine de bateau pour leurs opérations de contrebande, mais une addiction au jeu l'a endetté massivement auprès d'usuriers qui l'ont finalement coincé chez lui. Le véritable Alex Chen avait empoisonné les usuriers venus recouvrir la dette en tuant plusieurs. Il a été arrêté et condamné à plus d'1 décennie de prison. Son père est mort il y a quelques années en sauvant la vie de Monsieur K et ses dernières paroles concernant son fils. Il y a 1 an, le vrai Alex est mort dans une bagarre en prison. Les autorités ont gardé sa mort secrète, préservant son identité comme un atout clé. C'est devenu la base de l'opération Chasse au renard. Ma blessure à la main, mon âge similaire, et mon propre passé d'orphelin ayant perdu ses parents, jeune faisaient de moi le candidat idéal pour ce rôle. J'ai réussi l'entraînement, et à la mi-janvier, je me suis infiltré avec succès dans l'organisation. Après 2 semaines dans leur quartier général, j'ai gagné la confiance de Monsieur K. Il m'a confié le commandement de l'ancien bateau de mon père, faisant de moi un capitaine. Au cours du mois de février, j'ai mené à bien 3 opérations de contrebande d'organes transfrontalières, ce qui m'a finalement valu le respect de l'équipage. Mais je n'étais encore qu'un gamin dans la vingtaine. En apparence, l'équipage était respectueux, mais je savais que dans mon dos, beaucoup d'entre eux me méprisaient. Je sentais leur regard sur moi constamment, donc je ne pouvais pas me permettre de faire la moindre erreur. Aujourd'hui, c'était ma première fois que je transmettais des informations à mon agent de liaison. Si tout se passait comme prévu, je pourrais peut-être sauver la vie de quelqu'un, mais je ne ressentais aucune joie, seulement une anxiété profonde et lancinante. J'étais terrifié à l'idée que quelque chose tourne mal, que ma couverture soit grillée, ce qui non seulement condamnerait toute l'opération, mais ferait aussi tuer mes 2 autres collègues infiltrés. Pour l'instant cependant, tout se déroulait comme prévu. La mer était agitée, mais je ne pouvais pas me permettre d'accoster, car une sirène était sur le point d'être jetée en pâture aux requins, et je devais la sauver. Cela faisait 2 mois que j'avais quitté Chicago, mais Chloé n'avait pas renoncé à me chercher. Elle est allée à mon ancien commissariat, mais mes collègues lui ont dit que j'avais démissionné, et qu'ils ne savaient pas où j'étais allé. Elle a utilisé ses relations pour vérifier les manifestes de vol, les registrés de train et les billets de bus. Mais il n'y avait aucune trace d'un certain Ethan Evans voyageant où que ce soit. Je ne sortais jamais beaucoup en dehors du travail, alors il n'y avait pas d'amis proches qu'elle pouvait contacter. Et comme mes parents étaient décédés, elle n'avait aucune famille vers qui se tourner. Chloé a cherché partout où elle pouvait l'imaginer, mais n'a trouvé aucune trace de moi. Alors que les semaines se transformaient en mois seul dans notre appartement vide, elle a commencé à se sentir perdue, se demandant même si un homme du nom d'Ethan Evans avait réellement existé. Sinon, comment une personne vivante pouvait-elle simplement disparaître sans laisser de traces ? Avec des yeux cernés et injectés de sang, elle errait de pièce en pièce, cherchant désespérément le moindre signe de ma présence. Mais elle a fouillé chaque placard, chaque boîte, chaque coin oublié, et n'a rien trouvé, pas même un cheveu. Tout ce qui restait dans l'appartement lui appartenait. Toute trace de moi avait disparu, à l'exception de la lettre sur la table de chevet. Elle prenait la lettre froissée, chassant les doutes de son esprit, et se disait « Il a dû tout vider, c'était un détective. Faire disparaître des choses devait être une seconde nature pour lui. Il devait toujours être à Chicago, se faisant simplement discret. Peut-être qu'un jour il se croiserait par hasard au coin d'une rue. » Se répéter ce mantra lui donnait une lueur d'espoir. Elle prenait son téléphone et sortait, déterminée à me trouver par hasard. Février à Chicago est brutal. Chloé marchait seule dans les rues pendant des heures, sans rien trouver.
Durant ces 2 mois, elle mangeait et dormait à peine. Elle avait perdu un poids alarmant, et son corps, autrefois fort, était devenu frêle. Le soir, elle était trop épuisée pour faire un pas de plus. Elle s'effondrait sur un banc au Millennium Park, l'esprit embrumé buvant à grandes gorgées dans une bouteille d'eau. Après quelques gorgées, son regard s'est porté sur l'écran géant qui surplombait la place. Il diffusait une conférence de presse en direct. En fixant le visage souriant et familier sur l'écran, Chloé s'est figée. C'était peut-être la fin ou juste l'angle de vue, mais pendant une fraction de seconde, elle a cru que l'homme sur l'écran, c'était moi. Mais le bandeau défilant en bas de l'écran indiquait « Le danseur étoile Ryan annonce son retour. Conférence de presse en direct. » L'illusion s'est brisée. Elle a rapidement baissé les yeux, incapable de regarder. Mais la voix de Ryan résonnait toujours depuis les haut-parleurs au-dessus. J'avais en fait prévu de faire une annonce très importante ici aujourd'hui, mais en raison de circonstances imprévues, je devrais la reporter à plus tard. En entendant la déception dans sa voix, elle s'est souvenue du texto qu'il lui avait envoyé la veille, et une vague d'émotions complexes l'a submergée. Depuis ma disparition, Chloé était devenue obsédée, toute son existence tournant autour de l'unique objectif de me retrouver. Au début, Ryan l'avait aidé à chercher, mais au fil des semaines, il s'est lassé. Ils ont eu une énorme dispute, et il est parti. Elle pouvait encore entendre sa voix navrée, lui demandant pourquoi elle ne pouvait pas me laisser partir et si elle était tombée amoureuse de moi. Chloé n'avait pas su quoi lui répondre parce qu'elle ne connaissait pas la réponse elle-même. Pendant très longtemps, elle a cru qu'elle ne faisait que m'utiliser comme un moyen de s'accrocher à son souvenir de Ryan. Mais maintenant que j'avais complètement disparu, elle était forcée de réaliser que j'étais devenu une partie essentielle de sa vie. C'est pourquoi quand Ryan lui a envoyé un texto la veille, disant que si elle acceptait, il annoncerait leur relation lors de sa conférence de presse. Chloé l'avait refusé pour la première fois. À l'hôpital, elle lui avait dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Maintenant, elle avait sa réponse. Elle ne pouvait pas dire oui. Elle ne pouvait pas simplement oublier le passé et faire comme si de rien n'était. Ryan avait dormi pendant 5 ans. Pour lui, le temps ne s'était pas écoulé. Mais elle n'était plus la même personne qu'il y a 5 ans. Elle avait délibérément tendu un piège en utilisant l'amour comme appât et avait entraîné un homme innocent, moi dans son jeu dangereux. Elle avait été arrogante, si sûre qu'elle pouvait tout contrôler, si certaine de pouvoir s'en sortir indemne. Mais elle avait oublié que pendant qu'elle complotait, le homme derrière les attaques l'observait peut-être. Deuxièmement, pendant les 3 jours où j'ai disparu après la fusillade, elle s'était complètement effondrée. Elle avait été au bord du suicide, prête à en finir si elle apprenait le pire. Mais le destin avait été clément, lui donnant une chance de se racheter. Je n'étais pas mort, mais ma main était estropiée. La main que je levais pour saluer la tombe de mes parents, chaque année. La main avec laquelle j'avais juré de gagner un jour la médaille. De la bravoure était fichue à cause d'elle. C'était une lâche. Elle n'a pas eu le courage de m'affronter sur ce lit d'hôpital. Elle était terrifiée par ce que je ferais si je découvrais la vérité. Terrifiée par le regard dans mes yeux quand je la verrais. Pendant 2 semaines, elle a monté une garde tourmentée devant la porte de ma chambre d'hôpital sans jamais oser l'ouvrir. Finalement, c'est moi qui suis sorti. Je l'ai regardée avec des yeux calmes et vides et je lui ai demandé où elle était passée. Son petit ami se fait tirer dessus et elle ne prend même pas la peine de lui rendre visite. C'est là qu'elle a compris que je ne savais pas la vérité. Le soulagement l'a submergée comme un sursis avant la potence, la laissant en sueur froide. À cet instant, elle a fait un vœu silencieux. Elle passerait le reste de sa vie à mes côtés pour expier ce qu'elle avait fait. Elle pensait pouvoir tenir cette promesse. Elle ne s'attendait pas à ce que Ryan se réveille. Une fois de plus, les événements ont échappé à son contrôle. Et pendant qu'elle était prise dans son indécision, c'est moi qui suis parti. Après avoir lu ma lettre, Chloé a enfin compris. Son histoire avec Ryan s'était terminée il y a 5 ans. Au moment où elle a décidé de m'utiliser, elle avait trahi ma confiance et maintenant elle devrait passer sa vie à le payer. Soit elle mourrait, soit elle retrouverait le chemin vers moi. Il n'y avait pas d'autre option. Chaque fois que ses souvenirs refaisaient surface, Chloé se retrouvait piégée en eux, incapable de s'échapper. Au moment où elle est sortie de sa rêverie, la conférence de presse sur l'écran était terminée. Elle a forcé son corps affaibli à se lever et a hélé un taxi. Juste au moment où elle s'apprêtait à donner au chauffeur son adresse. Son téléphone a sonné. C'était Ryan. Elle a hésité une seconde avant de répondre. « Chloé, s'il te plaît, ne m'exclus pas. » a-t-il dit. Sa voix était précipitée. « Pouvons-nous juste parler? Je suis à notre ancien endroit. Je t'attendrai. Si tu ne viens pas, je ne partirai pas. Je le jure. » Il a raccroché avant qu'elle ne puisse dire un mot. Une vive douleur a traversé la tête de Chloé. Elle a pressé ses tempes, réfléchissant un long moment, avant de décider qu'elle devait y aller. Une demi-heure plus tard, son taxi s'est arrêté devant une grande villa dans les collines d'Hollywood. Elle n'a pas frappé. Au lieu de ça, elle lui a envoyé sa position et a attendu devant le portail. Quelques minutes plus tard, le portail s'est ouvert et Ryan a traversé la rue en courant vers elle, un large sourire heureux sur le visage. « Je savais que tu viendrais. »
Une voiture descendait la route sinueuse depuis le haut de la colline. Chloé a fait un pas en arrière, créant une distance entre eux. Ses yeux étaient en sombre. C'est la dernière fois, Ryan. Après aujourd'hui, nous ne pourrons plus nous revoir. Le sourire disparut du visage de Ryan, remplacé par un air de panique. Chloé, qu'est-ce que c'est que tu racontes? Tu m'aimais. Je me suis enfin réveillé. Comment peux-tu dire ça? Je pense chaque mot, Ryan. Je t'ai aimé, mais c'était il y a longtemps. Tu es toujours la même personne, mais moi non. Je ne peux pas tenir les promesses que j'ai faites à l'époque. Tu dois m'oublier. Continue ta vie. Sans lui jeter un autre regard, Chloé se retourna pour partir. Ryan la regarda partir incrédule puis se jeta en avant et attrapa son bras essayant de l'arrêter. Elle retira son bras sans hésitation et commença à marcher, en bas de la colline fixant sa main vide. Ryan resta figé tandis que des larmes coulaient sur son visage. Aucun d'eux ne remarqua que la voiture qui descendait la colline avait ralenti jusqu'à presque s'arrêter, s'arrêtant finalement juste à côté de Ryan. La portière de la voiture s'ouvrit brusquement. 3 hommes en sortirent et commencèrent à traîner un Ryan stupéfait vers le véhicule. Un cri déchira le calme du soir. Chloé se retourna brusquement. La vue de 3 hommes masqués se battant avec Ryan lui fit perdre tous ses moyens. Elle fonça en avant, attrapant une poignée de la veste de Ryan et s'y accrochant de toutes ses forces. L'un des agresseurs jura et lui donna un violent coup de pied, dans le ventre. Elle trébucha et tomba, le tissu se déchirant dans sa main. Dans un geste désespéré, elle se jeta et enroulassait, bras autour de la jambe de l'homme. À ce moment précis, le portail principal de la villa s'ouvrit à la volée, et une douzaine de gardes de sécurité sortirent en courant. Voyant qu'ils étaient en infériorité numérique, les 3 agresseurs échangèrent entre un regard, repoussèrent un Ryan et se précipitèrent vers leur voiture. Mais Chloé ne lâchait pas prise, s'accrochant à la jambe de l'homme de toutes ses forces, alors que les gardes n'étaient qu'à quelques mètres. Les agresseurs prirent une décision en une fraction de seconde. Ils attrapèrent Chloé, la jetèrent dans la voiture, claquèrent la portière et démarrèrent en trombe. Chloé se débattit comme un animal sauvage, ses ongles s'enfonçant dans la peau de l'homme jusqu'à ce qu'il hurle de douleur, voyant qu'elle n'allait pas. Abandonner un autre de ses ravisseurs prit une sombre décision, attrapant un lourd tuyau sur le sol et l'abattant, violemment sur l'arrière de sa tête. Avec un bruit sourd et écœurant, Chloé perdit connaissance. Le sang commença à couler de la blessure imbibant le pantalon de l'agresseur. Le conducteur entendit l'agitation et jeta un coup d'œil en arrière. « Vous ne l'avez pas tué, n'est-ce pas ?» lança-t-il sèchement. Les 2 hommes à l'arrière échangèrent des regards nerveux, sans rien dire. Le conducteur poussa un lourd soupir et frappa du poing sur le volant. Sa voix prit une intonation désespérée et féroce. « On a tout foiré. On ne peut pas rentrer les mains vides. On ne peut pas porter le chapeau pour ça. Elle fera l'affaire. » Les 2 autres furent rapidement d'accord. « Ouais, c'est de sa faute si on n'a pas. » Attrapez la cible. Voyons voir si son cœur et ses reins valent 6 millions de dollars. La veille du jour où nous devions. Partir Bill se montait nonchalamment sur le bateau. Je prenais un bain de soleil sur le pont. Quand je l'ai vu, j'ai fait signe à un membre de l'équipage de lui apporter une chaise. Tiens, à quoi dois-je ce plaisir? Le visage de Bill était sombre tandis qu'il faisait un geste dédaigneux de la main, et s'assit. Ne demande pas, Alex. Le poisson. Il s'est échappé. Je me suis redressé d'un bond, arrachant mes lunettes de soleil. Ma voix était tranchante d'incrédulité. Échapper, c'était un coup à 6 millions de dollars. Comme ça, je comptais sur ma part pour payer mes dettes. Bande d'incapables même pas foutus de s'occuper d'un seul type. Monsieur K est furieux. Il m'a envoyé pour te le dire. Avec l'argent envolé, aucun de nous n'était de bonne humeur et il est parti peu de temps après. J'ai attrapé une canne à pêche mise en appât à l'hameçon et l'ai lancée dans l'eau. Je suis resté assis là pendant des heures, sans la moindre touche. Quelques adolescents frimeurs sur la plage m'ont observé un moment. Avant que l'un d'eux ne crie « Ça mort, Alex mon cul, ouais !» J'ai répondu en criant « Sur le bateau !» Vite, l'équipage a entendu mon ton et a su que j'étais d'une humeur massacrante. « Calme-toi, patron !» a lancé l'un d'eux. « Ce ne sont que des poissons. Quelque chose finira bien par mordre. » Les gamins sur la plage ont hurlé de rire. Je les ai foudroyés du regard, j'ai enlevé ma sandale et je l'ai lancée dans leur direction. Ils ont détalé en courant, riant encore, jusqu'à ce qu'ils disparaissent de ma vue. Mon humeur s'est complètement dégradée. J'ai jeté ma canne à pêche et je suis retourné dans ma cabine pour dormir. Je me suis réveillé à 1h du matin, au son des vagues qui se brisaient. Je me suis redressé en roulant la fine couverture autour de moi. Je ne savais pas pourquoi la sirène n'avait pas été attrapée, mais l'information avait été transmise. L'équipe d'extraction allait se retirer. Aucun innocent ne serait blessé. Cette pensée a finalement réussi à m'apaiser un peu. Nous n'étions pas censés partir le lendemain, mais Bill est quand même revenu. Alex, prends tes affaires. On lève l'ancre. Mon cœur a bondi dans ma gorge, mais j'ai gardé une expression neutre. Je l'ai regardé en plissant les yeux et j'ai laissé échapper un rire bref et sec. Le poisson est parti. À quoi bon prendre la mer? Tu te fous de moi, Bill. Bill s'est accroupi à côté de moi et a gloussé en baissant la voix. Le gros s'est échappé, mais on a attrapé quelques petits poissons. Assez pour une collation.
La main cachée dans ma manche s'est serrée en un point. J'ai essayé de paraître décontracté. Des petits poissons, 2 d'entre eux. Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils valent quand Bill s'est gratté la tête et a sorti son téléphone? Il a tapoté l'écran plusieurs fois puis me l'a tendu pour que je voie. Ce type-là était notre gros poisson. J'ai entendu dire qu'il l'avait eu. Mais une femme s'est mise en travers de leur chemin. L'équipage a paniqué, alors ils l'ont attrapé pour avoir quelque chose à présenter. Monsieur K a dit de l'expédier avec cette autre minable qu'on a ramassée la semaine dernière. Maintenant, bougeons-nous. Il les amène en bas maintenant. En fixant le visage familier sur le téléphone, j'ai dû me mordre la langue très fort pour que mon expression ne change pas. Ce n'est qu'à ce moment-là, en voyant cette photo que j'ai réalisée, que la sirène de Bill était Ryan, ce qui signifiait que la femme qu'ils avaient attrapée, une terrible prémonition m'a envahi et j'ai commencé à me lever de ma chaise. Au moment où je me suis mis debout, plusieurs membres de l'équipage sont montés à bord traînant avec eux 2 personnes salement amochées. À l'instant où j'ai vu le visage de la femme, mon sang s'est glacé. Mon esprit est devenu complètement vide. Au même moment, elle a levé son visage zébré de sang. Ses yeux épuisés et hantés ont croisé les miens et se sont écarquillés de choc. Sa bouche s'est ouverte comme pour crier mon nom. Avant qu'un son ne puisse s'échapper, j'ai violemment planté mon genou dans sa mâchoire. Les membres de l'équipage autour de moi m'ont regardé stupéfait. Bill m'a regardé, son expression un mélange de choc et de confusion. « Alex, bordel, c'est quoi ça ?» Mon esprit tournait à plein régime. J'ai regardé au loin, ma voix froide et dure. Trop de nouvelles têtes par ici ces derniers temps. On nous surveille. Celle-là a une grande gueule. Elle va nous causer des problèmes. À mes mots, l'équipage a jeté un regard nerveux vers le rivage et voyant quelques bateaux de pêche inconnus l'a rapidement bâillonné. Bill a hoché la tête en signe d'approbation et a fait signe à ses hommes de traîner les prisonniers sous le pont. J'ai poussé un discret soupir de soulagement et j'ai allumé une cigarette, le front plissé. Elle est bien habillée, ce n'est pas n'importe qui. Tu es sûr qu'il n'y aura pas de problème en l'envoyant là-bas? Bill a pris une de mes cigarettes et l'a allumée avec la mienne d'un ton désinvolte. C'est bon. Monsieur K a fait une vérification. C'est une amie de la cible. Sa famille a de l'argent mais pas de relation qui pourrait nous nuire. Elle nous a coûté 6 millions. Elle doit payer. J'avais une assez bonne idée de ce qui s'était passé mais ils étaient sur le bateau maintenant et nous étions sur le point de lever l'ancre. Je n'avais aucun moyen de faire passer un message. Il y avait 2 vies en jeu. Mon estomac s'est noué et mon esprit cherchait frénétiquement une solution. Ça a permis à la célébrité de s'enfuir et c'est son ami. Bill, tu penses que ces idiots qui l'ont attrapé auraient pu être suivis? Ai-je demandé en gardant la voix basse. Bill a fait tomber la cendre de sa cigarette et s'est penché vers moi. Monsieur K s'inquiète de la même chose. C'est pourquoi il les a envoyés ici immédiatement. Il ne voulait pas risquer que les flics les filent. Nous devons bouger. C'est une patate chaude dont nous devons nous débarrasser rapidement. Sinon, nous allons tous y passer. Sur ce, il n'y avait plus rien que je puisse faire. J'ai donné l'ordre de larguer les amarres. Après quelques coups de corne de brume, le bateau de pêche s'est éloigné du quai et a pris le large. Une demi-heure plus tard, sans aucun autre bateau en vue, Bill s'est enfin détendu. Il s'est tourné vers moi avec un grand sourire. Qu'est-ce que cette femme criait tout à l'heure? Je n'ai pas bien entendu. Sa question m'a noué l'estomac encore plus fort. Je n'ai pas répondu. Zek. Toujours le lèche-botte a pris la parole. Je crois qu'elle a crié Ethan ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas, Alex? Les yeux de Bill se sont tournés vers moi, et il a laissé échapper un long « ouh ». Mon corps s'est raidi. Je leur ai lancé un regard noir à tous les deux. Comment diable saurais-je ce qu'elle criait et c'est de quoi ce « ouh » Bill a jeté sa cigarette par-dessus bord et a ressorti son téléphone me montrant la photo. Ryan, c'est le type qu'elle a sauvé. Appeler son nom comme ça. Ce doit être un ancien amant, un Zek s'est penché pour regarder. Puis ses yeux ont sauté du téléphone à mon visage. Il a poussé un cri de surprise. Et cette célébrité. Il te ressemble comme 2 gouttes d'eau, Alex. Pas étonnant qu'elle ait écrié son nom. Elle a dû penser que tu étais lui. Bill a levé les yeux, son regard passant de la photo à mon visage. Une expression de surprise sincère s'est répandue sur ses traits. Mince, il a raison. Tu lui ressembles vraiment. Alex, tu t'es déjà fait opérer pour ressembler à ce type. Mon cœur a sombré, puis s'est envolé, puis a de nouveau sombré. Ce n'est que lorsque j'ai vu la lueur taquine dans les yeux de Bill que j'en ai été certain. Ils n'avaient pas découvert qui j'étais vraiment. J'ai pris un air renfrogné et leur ai donné un léger coup de pied à chacun. De quoi vous parlez, ai-je grommelé. Ce visage est entièrement naturel. Il est plus probable qu'il ait subi une chirurgie pour me ressembler. C'est vrai, Harry Zek. Tout l'argent que tu as en plus va directement au casino. Bill a ajouté. Mais et puisque tu lui ressembles tant, peut-être que tu pourrais utiliser ton joli minois pour récupérer ces 6 millions. On pourrait se les partager juste nous deux. Je savais qu'il ne faisait que plaisanter. J'ai ramassé ma sandale et je les ai tapés tous les deux avec. Vous savez comment c'est là-bas récupérer 6 millions. Vous croyez que c'est si facile? Vous essayez de me faire tuer pour pouvoir prendre ma place. Ils se sont tous les deux enfuis en riant et en se protégeant la tête. On est désolé, patron. Et vas-y, mollo. Après le dîner, j'ai bâillé et je suis retourné à ma cabine. Au moment où la porte a été verrouillée, le sourire a disparu de mon visage remplacé par un air sombre et sérieux.
J'ai mouillé mon doigt et j'ai rapidement écrit les événements de la journée sur la table poussiéreuse. La situation était devenue incroyablement compliquée. Avec Chloé à bord, ce n'était plus seulement 2 vies qui étaient en jeu. Toute l'opération chasse au renard était en péril. Si elle disait la mauvaise chose, ma couverture serait grillée. Instantanément. Le plus important maintenant était de l'approcher pour m'assurer qu'elle garderait sa bouche fermée. Tard cette nuit-là, alors que le bateau était silencieux, j'ai fait semblant de venir de me réveiller et j'ai commencé ma patrouille habituelle des cabines. Lanterne à la main. Je faisais ça presque toutes les nuits où nous étions en mer, donc les gardes de nuit y étaient habitués. J'ai commencé par la poupe. Puis, après un rapide coup d'œil aux alentours, je me suis glissé dans la cale. J'ai lancé un paquet de cigarettes au garde de service en lui disant de rester sur le qui-vive. Ensuite, j'ai pris les clés déverrouillées la cellule et je suis d'abord allé voir l'autre prisonnier, vérifiant ses liens avant de me diriger vers le coin où se trouvait Chloé. Au moment où je me suis accroupi, les yeux de Chloé se sont ouverts d'un coup et elle m'a fixé intensément. J'ai laissé échapper un ricanement froid, j'ai tendu la main droite et j'ai soulevé son menton meurtri. Tu n'arrives pas à dormir. Qu'est-ce que tu regardes, comme ça? Continue, et je t'arrache les yeux. Dans la cale sombre et humide, ma voix basse semblait menaçante, et Chloé ne montrait aucune peur. Son regard était fixé sur mon poignet. J'ai soutenu son regard un long moment, et ce n'est que lorsqu'elle a fait un petit signe de tête, presque imperceptible, que je me suis relevé et que j'ai rappelé le garde. Ces deux-là sont de la marchandise fraîche. Les pièces à l'intérieur valent une fortune. Vérifie à nouveau leurs liens et assure-toi qu'ils restent bâillonnés. Sur ce, je suis remonté les escaliers d'un air fanfaron sans me retourner. À l'instant où je suis parti, le garde qui avait été si déférent n'a même pas pris la peine de vérifier les prisonniers. Il a simplement soufflé sa lampe et s'est allongé. La cale fut replongée dans l'obscurité. Mais Chloé continuait de fixer l'endroit où j'avais disparu, des larmes coulant silencieusement sur son visage. Au cours des derniers jours, elle en avait assez entendu pour savoir qu'elle avait été enlevée par une organisation criminelle. Mais elle n'aurait jamais imaginé me trouver ici. Mes cheveux étaient en décoloré, en blond, mes vêtements étaient en lambeaux, et mon visage était émacié et hâlé, mais elle m'avait reconnu instantanément. Elle avait lâché mon nom sans réfléchir, et cela lui avait valu un coup violent au visage. Mais à ce même instant, elle a compris. Je n'avais pas démissionné, j'étais en infiltration. Toute la nuit, son esprit a rejoué les événements qui ont précédé mon départ, le jeu d'action ou vérité. Les photos manquantes, ma visite soudaine au cimetière. Tous les signes étaient en là, mais elle avait été trop aveugle pour les voir. Ma visite de ce soir avait pour but de confirmer ses soupçons. Elle n'oublierait jamais la cicatrice sur ma main. Elle avait aussi compris mes mots codés. Elle était aux mains d'un réseau de trafic d'organes sur le point d'être expédiée à l'étranger et assassinée. J'avais besoin qu'elle reste silencieuse et ne grille pas ma couverture. Elle savait qu'elle pouvait le faire, mais son cœur martelait ses côtes à un rythme effréné et terrifié. Le navire a navigué pendant 2 jours et 1 nuit. À l'aube, nous atteindrions la côte mexicaine. Je n'avais toujours pas trouvé un moyen de les sauver. J'avais passé toute la nuit à me creuser la tête, examinant et rejetant un plan après l'autre. Au moment où les premières lueurs de l'aube sont apparues à l'horizon, une agitation a éclaté sur le pont. J'ai su que quelque chose s'était passé. J'ai enfilé mes vêtements et je suis sorti en courant, manquant de percuter une zec affolée. Patron, a-t-il crié. Le gamin, il s'est défait de ses cordes pendant que le garde pissait et a sauté par-dessus bord. Le gamin et Chloé. Mon cœur a bondi dans ma gorge. J'ai fendu la foule de membres d'équipage sur le pont et je l'ai vu cloué aux planches de bois par 3 hommes. Mon cœur qui était dans ma gorge est retombé dans ma poitrine. Je me suis approché de Bill, giflant furieusement le garde qui était de service. Quand il a eu fini, je lui ai offert une cigarette, puis j'ai regardé le visage enflé du garde. Combien de temps a-t-il disparu avant que vous ne le remarquiez, ai-je demandé, d'une voix glaciale. 5-6 minutes. Mon expression s'est assombrie. 10 minutes plus tard, un cri a retenti depuis la poupe. Quelques membres de l'équipage trempés jusqu'aux os traînèrent le corps du gamin à bord. Alex Bill, il est mort. Il s'est noyé. Mort. Bill et moi avons échangé un regard, la même compréhension désespérée passant entre nous. Quand ils ont traîné le corps froid et sans vie sur le pont, Bill a explosé, donnant des coups de pied dans le cadavre à plusieurs reprises. Il est mort. Comment va-t-on expliquer ça à Monsieur K qui va payer pour ses 300 000 $ de pertes? À la mention de l'argent, chaque membre de l'équipage sur le pont a baissé la tête, n'osant plus respirer. Mon esprit tournait à plein régime, et je me suis soudain souvenu de quelque chose que Bill avait dit la veille. Une idée a germé. Je me suis tourné vers Bill. Il est mort. On ne peut plus rien y faire maintenant. Récoltons juste ce que nous pouvons. Au moins, on pourra récupérer une partie de la perte. C'était une suggestion sinistre, mais à ce stade, c'était notre seule option. Bill a fait un signe de la main, et le chirurgien de l'équipage a été convoqué. L'homme est apparu, avec un jeu de couteau, à l'allure redoutable, et les autres hommes ont rapidement libéré un espace, apportant une glacière et des sacs stériles. Dès la première entaille, l'odeur métallique du sang a empli l'air. La plupart des hommes ont détourné le regard, incapables de supporter cette vision macabre. Chloé a jeté un coup d'œil et a commencé à avoir de violentes nausées.
Je l'ai regardé avoir des hauts le cœur, puis j'ai haussé un sourcil et j'ai pris Bill à part. On devrait pouvoir récupérer pour 20, peut-être 30 000 $ de marchandises. 30 000, ce n'était rien à lâcher, Bill. Tu dois plus que ça à la maison. C'est vrai, ai-je dit en me frottant le nez, gêné. Bon, peut-être qu'on peut gagner quelques jours. Une fois que les primes du mois dernier tomberont, on pourra retirer notre argent. La mention des primes n'a fait qu'enrager Bill davantage. N'y compte pas trop, a-t-il craché. Le paiement de la dernière cargaison n'est toujours pas arrivé. Ces salauds au Mexique prétendent que la livraison ne correspondait pas au contrat. Ils essaient de nous arnaquer. Cette organisation, malgré toutes ses activités illégales, opérait sous le couvert d'une compagnie de pêche légitime. Ils utilisaient des cargaisons de poissons comme couverture pour leur contrebande, échangeant la marchandise en secret. Les contrats qu'ils signaient avec leurs partenaires mexicains étaient des accords commerciaux juridiquement contraignants. J'avais entendu parler d'un problème avec le dernier contrat, et maintenant avec ce nouveau désastre, une idée a commencé à germer dans mon esprit, un moyen de sauver Chloé. Voyant que Bill avait mordu à l'hameçon, j'ai jeté un coup d'œil à Chloé. Elle avait la main sur la bouche, les yeux écarquillés. Je me suis lentement levé, j'ai marché vers le cadavre démembré, et j'ai dit, avec une surprise feinte, « Un litige contractuel, pourquoi ne pas simplement demander à un avocat d'y jeter un œil ?» Un avocat a ricané Bill. « Quel avocat va accepter notre affaire ? Tu crois que M. K n'a pas essayé ? Il n'a trouvé personne de volontaire, alors il allait juste encaisser la perte. » J'ai feint l'indignation, donnant un coup de pied dans le bras coupé qui gisait sur le pont pour qu'il atterrisse juste devant Chloé. Alors, qu'est-ce qu'on est censé faire, bordel, les usuriers me lâchent pas la grappe pour ma dette. L'apparition soudaine du membre ensanglanté à ses pieds a fait sursauter Chloé et l'a forcée à lever les yeux, son regard terrifié croisant mon regard intense et lourd de sens. Un choc l'a traversée. Elle a compris, se relevant péniblement, elle a commencé à crier Bill. Je suis avocate. Je peux regarder. Le contrat pour vous. Je peux trouver le problème. S'il vous plaît, donnez-moi juste une chance de vivre. À ces mots, Bill se leva et s'approcha d'elle, l'étudiant un long moment, avant de parler. Vous êtes avocate. Vous avez une licence, vous n'êtes pas. En train de me raconter des salades, n'est-ce pas? Le poisson avait mordu à l'hameçon. Je suis rapidement intervenu jouant mon rôle. Regarde-la, Bill. Est-ce que... Elle a l'air d'avoir une licence. Ne sois pas désespéré pour quelques centaines de milliers de $. Si tu amènes une arnaqueuse, à Monsieur K, nous sommes morts tous les deux. Chloé comprit mon signal, elle se jeta aux pieds de Bill, attrapant sa jambe. Je suis une vraie avocate. Vous pouvez me chercher. Sterling Cooper Partners, Chloé Miller. Vous me trouverez. Bill se gratta le nez puis sortit lentement. Son téléphone. Il tapa un instant et un lent sourire se dessina sur son visage. Il fit signe à ses hommes d'emmener Chloé, puis m'attira dans un coin tranquille du pont. Et si j'envoyais un message à Monsieur K pour voir ce qu'il en pense? Si elle peut sauver ce contrat de 40 millions de $, il se fichera d'un petit voyou morte. Il ne se souciera même pas de la cible à 6 millions de $ qui s'est échappée. Je savais que Bill était naturellement méfiant, alors j'ai joué l'avocat du diable. Et si elle ment ou si elle ne trouve rien d'anormal dans le contrat, Monsieur K nous fera quand même la peau. Je dis qu'on devrait juste lui dire la vérité. Ce n'est que 300 000 $. On peut les récupérer en 6 mois. Bill était avide. L'idée d'attendre 6 mois lui fit sortir les yeux de la tête. Il était plus déterminé que jamais à prendre le risque. Il a débattu avec moi un moment avant que j'accepte à contre-cœur de le laisser envoyer le message. 10 minutes plus tard, une réponse est arrivée de Monsieur Key. Revenez immédiatement. Amenez-la moi. Bill était fou de joie. Il m'a frappé dans le dos, sa voix résonnant de rire. Tu vois, je t'avais dit que ça marcherait. J'ai un bon pressentiment. Pour celle-ci, tu n'as qu'à attendre et voir. Alors que le soleil se levait à l'horizon, notre navire qui était en mer depuis 3 jours fit demi-tour et retourna au port sans jamais accoster. Pour la première fois depuis des jours, mon cœur se sentit apaisé. 3 jours plus tard, nous étions de retour à Miami. Bill et quelques-uns de ses hommes firent descendre Chloé du bateau. Je me tenais à la proue, les regardant partir, le regard baissé, pour cacher la tempête d'émotion dans mes yeux. J'avais fait tout ce que je pouvais. Le reste dépendait d'eux. Elle. Je ne pouvais plus me permettre de m'inquiéter pour elle. Je suis retourné à ma cabine, j'ai écrit un rapport détaillé des derniers événements des derniers jours et j'ai fait en sorte qu'il soit livré à mon contact. Le soir même, Bill m'a appelé. Rien que au son de sa voix, j'ai su que ça avait marché. Alex, cette fille est une perle. Elle a trouvé la faille dans le contrat après seulement quelques lectures. Monsieur K est ravi. Il a décidé de la laisser vivre. Le bonus arrivera dans quelques jours. On se voit à l'endroit habituel. J'ai enfin expiré le souffle que je retenais. Fidèle à sa parole, 1 semaine. Plus tard, 20 000 $ ont été déposés sur mon compte. J'ai retiré la totalité en espèces, et je suis allé directement au casino clandestin. J'ai remboursé la dette de 10 000 $ que j'avais, puis je me suis dirigé vers l'arrière-salle privée. Au moment où je suis entré, Bill m'a accueilli avec un large sourire et un verre levé. J'ai bu le verre d'un seul trait. Il a applaudi, puis a tiré quelqu'un vers l'avant.
de derrière lui disant de m'offrir un verre aussi. C'était Chloé. Ses blessures avaient été nettoyées et pansées. Je n'ai pas pris le verre qu'elle m'offrait. À la place, je me suis enfoncé dans le canapé et j'ai haussé un sourcil en direction de Bill. Qu'est-ce qu'elle fait ici? C'est quoi le problème? Bill savait que je n'étais pas content. Il a fait signe à Chloé de sortir de la pièce puis s'est assis à côté de moi. C'était l'idée de Monsieur K, a-t-il expliqué. Il ne fait pas confiance à une étrangère dans le complexe, alors il m'a dit de lui trouver un endroit. Pour elle. Je me suis dit que comme on l'a récupérée sur ton bateau, je devais te la ramener. En plus, a-t-il ajouté avec un clin d'œil, elle n'a pas un faible pour cette célébrité, tu lui ressembles comme 2 gouttes d'eau. Si elle est avec toi, elle ne pensera même pas à s'enfuir. Ça nous facilite la vie, non, garde juste un œil sur elle pour moi. Rends-moi ce service. Je savais que Chloé était une bombe à retardement, et je ne pouvais la confier à personne d'autre. Mais pour éviter les soupçons, j'ai fait semblant d'être réticent avant de finalement accepter à contre-cœur. Bill, craignant que je ne change d'avis, a écourté sa partie de cartes et m'a raccompagné dehors. Je n'ai pas regardé Chloé, je lui ai juste fait un geste sec pour qu'elle me suive en bas. Nous avons quitté le casino et pris un taxi pour retourner au quai. Une fois sûr que personne ne nous suivait, Chloé s'est tournée vers moi et a commencé à prononcer mon nom E. Avant qu'elle puisse finir, ma main gauche est partie et je l'ai giflée en plein visage. J'ai ricané devant son expression choquée. Est-ce que Bill ne t'a pas appris les règles? Ne crois pas que parce qu'il t'a envoyé ici, je ne te toucherai pas. Tu dépasses les bornes et je te jetterai moi-même au requin. Ma voix était pleine de menaces. Chloé savait que je l'avertissais que nous étions surveillés. Elle a jeté un coup d'œil au chauffeur de taxi et n'a rien dit de plus. Juste un « je comprends », murmuré avant de baisser la tête. De retour sur le bateau, je l'ai conduite à une petite cabine en face de la mienne, je l'ai déverrouillée et j'ai poussé la porte. Tu resteras ici, fais attention à ce que tu dis et à ce que tu fais. Sois maligne. Si tu veux te faire tuer très bien, mais n'ose pas m'entraîner dans ta chute avec toi. Pendant les 18 jours qui ont suivi son enlèvement, Chloé n'avait pas eu une seule nuit de sommeil réparateur. Cette première nuit, sur le bateau, elle a enfin dormi profondément. Le lendemain matin, elle a été réveillée par un coup sec. Zek l'homme à l'air de fouine, membre d'équipage se tenait à sa porte, la dévisageant de haut en bas. Alex a dit « Tu es avec moi maintenant ». Il a dit « Viens, je vais te faire visiter. » Les lieux. Chloé savait qu'Alex était mon nom de couverture. Ayant rencontré Monsieur K, elle avait vu de ses propres yeux à quel point cette organisation était impitoyable. Elle savait qu'elle survivait sur le fil du rasoir. Elle était terrifiée, mais l'idée de s'échapper ne lui avait jamais traversé l'esprit. Tant qu'elle pouvait être près de moi, elle aurait traversé le feu. Elle savait que je faisais ça pour la médaille de la bravoure, pour la justice, pour mon pays, et elle faisait tout ça pour moi. Au cours des jours suivants, Chloé a suivi Zek apprenant à connaître l'équipage petit à petit. Mais elle ne m'a jamais vu et elle a commencé à s'inquiéter. Elle a trouvé un moment pour poser la question à Zek. Zek, je n'ai pas vu Alex dans les parages. Zek a eu un sourire narquois. Il vient d'être payé. Bien sûr, il est au casino. Tu es nouvelle ici. Apprends les règles. Ne pose pas autant de questions. Chloé savait que Zek n'était qu'un petit malfrat qui essayait de jouer les durs. Elle lui a rapidement offert une cigarette et du feu l'a un peu flatté et a finalement réussi à lui soutirer quelques informations sur moi. Au bout d'un moment, Zek est devenu méfiant. Il l'a dévisagé avec insistance. Pourquoi? Toutes ces questions. Ouais, Alex ressemble à ton petit ami célèbre, mais laisse-moi te prévenir, il a tué son premier homme quand il avait 14 ans. Ce n'est pas quelqu'un à qui il faut se frotter. Tu tentes quoi que ce soit avec lui, et tu ne verras pas le prochain lever de soleil. Juste. Au moment où il finissait sa menace, je suis entré. Mes yeux étaient encernés par la fatigue. J'ai donné un grand coup de pied au cul à Zek. Qu'est-ce que tu racontes sur moi maintenant? Zek, si tu n'as rien de mieux à faire, va transporter des caisses de poissons. Zek, pris en train de dire du mal de moi, s'est carapaté. Je l'ai regardé partir, puis je me suis retourné pour voir Chloé qui me fixait. J'ai ricané. Qu'est-ce que c'est que tu regardes? Vous deux dégagez. Vous croyez que vous allez manger gratuitement pendant 1 mois, le bateau est resté à quai. Il n'y avait pas de travail. Bill passait tous les quelques jours, mais il n'était pas là pour me voir. Il était là pour Chloé. Après qu'elle lui ait sauvé ce contrat de 40 millions, Monsieur Kay était très content. Il avait appris sa leçon. À partir de ce moment-là, pour chaque nouvelle affaire, il demandait à Bill d'amener Chloé au complexe pour examiner les contrats. L'équipage, toujours prompt à se faire bien voir, a vu que Chloé était maintenant dans les bonnes grâces de Monsieur Kay. Ils ont commencé à la traiter avec respect, l'appelant Mademoiselle Miller. J'étais le seul qui la traitait encore comme de la merde, lui donnant des ordres sans la moindre courtoisie. Elle ne s'est jamais plainte. Elle faisait tout ce que je lui disais sans discuter. La longue période d'inactivité rendait l'équipage agité. Ils ont commencé à me mettre la pression pour savoir ce qui se passait. Avec mes propres dettes de jeu qui s'accumulaient, j'ai trouvé une occasion de presser Bill pour obtenir des informations. C'est trop calme depuis trop longtemps, Bill. Les hommes commencent à s'impatienter.
Quelles sont les nouvelles d'en haut? Bill a jeté un coup d'œil autour de lui, puis s'est penché. Patience, a-t-il chuchoté. Un gros lot de proies vivantes arrive dans quelques jours. Assez pour couvrir tes pertes pendant 1 mois. Mon cœur a commencé à battre la chamade dans ma poitrine. Un gros lot de proies vivantes. Ça voulait dire des dizaines de personnes. J'étais si tendu que j'ai dû contracter mes mains pour les empêcher de trembler, essayant de réprimer le choc. D'accord, j'attendrai ton signal, mais fais vite. Les usuriers s'impatientent. Bill savait que j'avais perdu gros aux tables de jeu. Il m'a tapé sur l'épaule en me disant de ne pas m'inquiéter. Après son départ, je suis retourné dans ma cabine et j'ai enregistré la nouvelle information. J'ai ensuite emprunté 2000 de plus à Zek et j'ai fait semblant de me diriger vers le casino. En attendant mon transport, je me suis arrêté à la petite boutique du village. J'ai acheté un paquet de cigarettes et j'ai payé avec une poignée de petits billets et de pièces glissant le mot caché avec. Le commerçant a compté l'argent et m'a rendu la monnaie. Au moment où je me suis retourné pour partir, je suis tombé nez à nez avec Chloé. Pendant 1 seconde, mon esprit s'est vidé. J'ai marché droit sur elle, la voix dure. « Est-ce que tu me suis ?» Elle a tendu un coquillage qu'elle tenait et a parlé d'une voix basse et pressée. « Il y a des problèmes sur le bateau. Zek te cherchait. Je l'ai envoyé sur une fausse piste pour pouvoir te trouver. » Je lui ai lancé un regard sceptique, j'ai pris le coquillage et je suis retourné au quai. Il s'est avéré que des gamins du coin s'étaient faufilés sur le bateau et s'étaient en fait prendre. Leurs parents étaient en là faisant des histoires. Ne voulant pas plus de problèmes, j'ai laissé les enfants partir avec un avertissement et des excuses à leurs parents, et la situation a été résolue. Le lendemain matin, Bill est venu et a de nouveau emmené Chloé. Cette fois, elle est partie pendant 2 jours entiers, ne revenant que tard dans la 3e nuit. J'étais à moitié endormi dans ma couchette quand j'ai entendu frapper doucement à la porte de ma cabine. Je me suis levé et j'ai ouvert. C'était Chloé. J'ai immédiatement froncé les sourcils. J'essaye de dormir. « Qu'est-ce que tu veux ?» Elle a acheté un coup d'œil aux hommes qui fumaient sur le pont non loin et a baissé la voix. « Bill m'envoie avec un message pour toi. » À la mention du nom de Bill, les fumeurs se sont rapidement dispersés. Je l'ai fixé un long moment avant de finalement la laisser entrer. Au moment où la porte a été verrouillée, elle a commencé à parler mais j'ai levé la main, tapoté la table et montré une tasse d'eau. Elle s'est arrêtée, puis a compris. Elle s'est approchée, a trempé son doigt dans l'eau et a écrit un seul chiffre sur la table. 5, a dit Bill. 5 jours, a-t-elle chuchoté. Une si grosse cargaison et dans un délai si court. Pendant que j'assimilais l'information, Chloé a écrit une autre ligne sur la table. Je sais où est leur base. Dans les montagnes, j'ai vivement relevé la tête, mes yeux se sont plantés dans les siens vifs et intenses. Elle a essuyé l'eau avec sa manche et a écrit de nouveau. Les dernières fois quand ils ne regardaient pas, j'ai réussi à enlever mon bandeau. J'ai vu quelques points de repère. La raison principale pour laquelle cette organisation était si difficile à démanteler était leur base cachée et isolée dans les montagnes. Personne n'avait jamais pu localiser son emplacement exact. Ma mission principale ici, en plus de sauver les victimes, était de trouver cette base. Mais je n'y étais allé qu'une seule fois tout au début. Depuis, j'étais coincé sur le bateau avec Bill comme seul contact. Trouver cette base était devenu une obsession. Je savais que si nous ne les arrêtions pas tous en même temps, ils se regrouperaient et recommenceraient. L'opération chasse au renard serait un échec. Et plus notre infiltration durait, plus le risque d'être démasqué était grand. Je n'avais pas peur de mourir, mais je devais penser à 2 autres agents sur le terrain. Alors quand Chloé m'a donné cette information cruciale, j'ai senti une vague d'espoir. Peux-tu me le dessiner ? Quand elle a hoché la tête, je suis allé à mon casier. J'ai déchiré un paquet de cigarettes vides pour l'utiliser comme papier, et je lui ai tendu le stylo. 10 minutes plus tard, elle avait dessiné une carte détaillée en regardant les points de repère clairement indiqués. Je sentis mon cœur s'emballer. J'ai soigneusement plié le morceau de carton, l'ai glissé dans un nouveau paquet de cigarettes. J'ai prévu de faire l'échange à la première heure le lendemain matin. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Tôt le lendemain matin, Bill et une demi-douzaine de ses hommes de main sont montés à bord du navire. Il a rassemblé tout le monde sur le pont et a annoncé un confinement total. Personne ne devait quitter le bateau jusqu'à notre départ. La main dans ma poche, celle qui tenait la carte, a commencé à trembler. Et je savais que c'était un moment critique. Je ne pouvais pas me permettre de paniquer. J'ai réprimé mon anxiété et j'ai appelé quelques membres de l'équipage pour m'aider à sécuriser la passerelle. Le confinement soudain a provoqué un tollé parmi l'équipage. Quelques-uns des plus impulsifs ont même commencé à se battre avec les hommes de Bill en essayant de quitter le bateau. Il m'a fallu toute ma force de persuasion pour calmer la situation. 4 jours ont passé, l'heure du départ approchait, et je n'avais toujours pas trouvé le moyen de faire parvenir la carte, la clé pour mettre fin à l'opération chasse au renard, à mon agent de liaison. Il me restait une nuit pour trouver un plan. Je faisais les 100 pas dans ma cabine à minuit. Mon anxiété à son comble quand on a frappé à la porte. J'ai ouvert et j'ai vu Chloé. Ma frustration a explosé, et devant les gardes qui se tenaient à proximité, je l'ai prisée à partie. « Qu'est-ce que tu fiches ici si tard ? Je ne peux même pas trouver une cigarette correcte sur ce maudit bateau. Je n'arrive pas à dormir, et maintenant, tu viens me déranger. » Est-ce que tu cherches les ennuis ? À mes mots. Chloé m'a tendu une cigarette.
Je l'ai fait tomber de sa main d'une claque. Tu crois que je veux de ta camelote? Dégage. Elle a ramassé la cigarette par terre, s'est avancée et l'a fourrée avec insistance dans la poche de ma chemise. Mon cœur a raté un battement. Ce faisant, j'ai senti qu'elle sortait le paquet de cigarettes contenant la carte de ma poche pour le glisser dans sa propre manche. Mais avec les gardes qui regardaient, je ne pouvais pas réagir. Je ne pouvais que la regarder reculer, me faire un clin d'œil discret et dire « Fume juste celle-là pour l'instant. Ce ne sera plus que pour quelques jours. » J'ai pris une profonde. J'ai expiré, sorti la cigarette de ma poche et l'ai cassée en deux, le visage plein de mépris. « Je n'ai besoin de rien de ta part. » Elle n'a pas répondu, a juste fait un léger signe de tête et s'est éloignée avec les gardes. Alors que je la regardais, disparaître mon œil droit a commencé à trembler de façon incontrôlable. Je savais que quelque chose allait se passer cette nuit. À 4 heures du matin, j'ai été réveillé par le bruit de pas frénétiques sur le pont. Le bruit m'a mis les nerfs à vif. 10 minutes plus tard, on a frappé lourdement à ma porte. J'ai attendu un moment avant de me traîner hors du lit et d'ouvrir me frottant les yeux pour chasser le sommeil. « C'est quoi ce bordel ?» j'ai commencé à dire, mais les mots sont morts dans ma gorge quand j'ai vu le regard furieux sur le visage de Bill. Un de tes hommes a-t-il grondé, a désobéi aux ordres et s'est faufilé hors du bateau. Mon propre visage s'est assombri. J'ai poussé devant lui et la foule d'hommes rassemblés à ma porte et je me suis dirigé sur le pont. Les projecteurs étaient allumés, illuminant 3 silhouettes agenouillées sur les planches. J'ai vu Chloé agenouillée au milieu et mon cœur s'est mis à battre comme un tambour. Au bruit de mes pas, elle a levé la tête, ses yeux rencontrant les miens dans un long regard lourd de sens. J'ai compris. La carte était sortie. Bill faisait les 100 pas devant eux, la voix glaciale, en leur demandant pourquoi ils avaient quitté le bateau. L'un des hommes la plus audacieux, que l'autre a pris la parole disant qu'ils en avaient juste marre d'être enfermés et qu'ils voulaient prendre l'air. Bill a laissé échapper un rire sans joie et plein de colère. J'ai dit personne ne quitte le bateau. Vous croyez que je plaisante. Il leur criait dessus, mais ses yeux étaient rivés sur moi. Je savais qu'il exigeait que je m'en occupe. J'ai jeté un coup d'œil aux 3 silhouettes agenouillées. Puis, prenant sur moi, j'ai mis la main à la ceinture de Bill et j'ai sorti son pistolet. Il ne m'a pas arrêté. Il a juste regardé pendant que je tripotais la sécurité, ma main droite blessée, tremblant, alors que je levais l'arme visée et appuyais sur la détente. Le pistolet n'avait qu'une seule balle. Elle a touché l'homme à l'extrême gauche à l'épaule. C'était une blessure superficielle, mais le son du tir a donné des sueurs froides à tout le monde sur le pont. Bill m'a regardé stupéfait. Il ne s'attendait pas à ce que je le fasse vraiment. Il m'a rapidement arraché l'arme des mains, jetant un regard nerveux vers la rive. « Tu es fou, a-t-il » sifflé. « Tu veux nous attirer les flics ?» J'ai croisé son regard, mes propres yeux glaciales. Mon équipe, ma responsabilité. Je devais te donner une réponse. Ma main s'est blessée, donc ma visée était mauvaise. Si tu n'es pas satisfait, tu peux le faire toi-même. Bill savait que j'étais un homme dangereux, et ne voulait pas pousser les choses plus loin, mais il devait faire d'eux un exemple. Il ne pouvait pas laisser passer ça. Il a sorti un couteau de sa ceinture, l'a lancé à l'un de ses hommes, et a annoncé la punition avec un sourire glacial. Puisque ces 3-là ont du mal à écouter, on va leur prendre une oreille à chacun. Un petit rappel pour que tous les autres fassent attention. Un silence de mort est tombé sur le bateau. L'homme qui a attrapé le couteau l'a dégainé sans un mot et s'est avancé lentement vers les 3 prisonniers. J'étais impuissant à arrêter ce qui allait arriver. Je ne pouvais pas supporter de regarder. Je me suis retourné et j'ai forcé mes jambes tremblantes à me ramener à ma cabine. Plus tard cette nuit-là, le silence des quais a été brisé par des cris d'agonie. Une nouvelle aube s'est levée. Nous devions partir à 7 heures du matin, mais à 6 heures, la cargaison n'était toujours pas arrivée. Je ne savais pas ce qui se passait, mais je savais qu'il valait mieux ne pas poser de questions. J'ai attendu dans ma cabine, jusqu'à 6h40 quand Bill a frappé à ma porte et m'a dit de lever l'ancre immédiatement. Je n'ai posé aucune question. Je suis juste allé sur la passerelle. Et j'ai donné l'ordre. Pendant les 2 jours suivants, je n'ai pas quitté ma cabine. Je suis resté enfermé à l'intérieur me faisant livrer mes repas. Le 3e jour, juste avant l'aube, Bill est venu à ma cabine avec une bouteille d'alcool en guise d'offrande de paix. À propos de ces 3-là, a-t-il dit, je ne me suis occupé que des 2 hommes. Je t'ai gardé la femme. J'ai accepté ses excuses, j'ai bu avec lui et j'ai réussi à obtenir plus d'informations. Il s'est avéré que la cargaison était si importante qu'ils ont dû la répartir entre plusieurs bateaux partant tous à des moments différents. À cause de l'incident sur mon bateau, M. K avait déplacé notre partie de la cargaison sur les autres navires. Les principaux cargos étaient maintenant retardés d'1 jour tandis que nous étions envoyés à Lebourg. Heure initiale pour servir de leurre et d'éclaireur. Cette nouvelle ne m'inquiétait pas. J'avais déjà signalé cette route de contrebande à mes supérieurs après ma dernière mission. Et maintenant, avec la carte de la base entre leurs mains, l'opération chasse au renard pouvait enfin être menée à son terme. Ces changements de dernière minute n'affecteraient pas le résultat final. En fait, le retard pourrait même sauver ces dizaines de vies.
Cela donnait aux autorités un jour de plus pour intervenir. Tout touchait à sa fin, à 7. Pensée, un petit sourire effleura mes lèvres, et je suis finalement tombé dans un sommeil paisible. Je me suis réveillé à 5 heures du matin. J'ai poussé la fenêtre pour l'ouvrir, regardant le ciel commencer à s'éclaircir, puis j'ai enfilé une veste, et je suis sorti sur le pont. Le vent marin fouettait mes cheveux, mais je n'ai pas pris la peine de les dompter. Je me suis juste appuyé contre la rambarde fixant l'horizon. Quelques instants plus tard, Chloé, un bandage frais enroulé autour de sa tête, est venue se tenir à côté de moi. Je ne l'ai pas regardée. « Tu as eu de la chance », ai-je dit doucement. Elle n'a pas répondu, ses yeux fixés sur la cicatrice de mon poignet visible dans la faible lueur de l'aube. Nous sommes restés là en silence, jusqu'à ce que le soleil commence à poindre à l'horizon, peignant le ciel d'un rouge flamboyant. « C'est bientôt fini, n'est-ce pas » a-t-elle finalement demandé. Je n'ai pas dit un mot, mais un authentique sourire s'est dessiné sur mon visage. Chloé a souri aussi. Nous avons entendu des pas s'approcher par derrière. Sans un mot, nous nous sommes tous les deux retournés et avons commencé à marcher vers la poupe. Chloé a regardé un phare lointain sur la côte, une note d'espoir dans la voix. « Que feras-tu après » J'ai croisé les mains dans mon dos, ma voix remplie d'un profond sentiment de soulagement. Prendre ma retraite, trouver un petit village de pêcheurs tranquille et y vivre le reste de mes jours. Les mots « puis-je être ta voisine » étaient sur le bout de sa langue, mais elle s'est arrêtée net. En direction du phare, elle les a vus plusieurs navires des gardes-côtes, fonçant vers nous. Le drapeau américain claquait au vent au-dessus d'eux. Nous étions dans les eaux mexicaines. Voir ces navires. Ici ne signifiait qu'une seule chose. C'était fini. Elle s'est tournée vers moi, les yeux écarquillés par le choc, mais tout ce qu'elle a vu, ce sont les larmes, qui montaient dans les miens. Alex, non Nathan. J'ai fait face à ce drapeau aussi rouge que le soleil levant, et j'ai levé ma main droite estropiée pour un « Salut militaire ». Un frisson a parcouru Chloé. Elle a commencé à parler, mais à ce moment-là, un cri a éclaté sous le pont. « Les flics, on a les flics, Bill, il y a une taupe !» J'ai entendu les cris. Mon regard a croisé celui de Chloé, et au même instant, nous avons tous les deux regardé, le petit canot de sauvetage attaché sur le côté du navire. Avec l'équipage en panique, nous avions encore une opportunité. Ensemble, nous avons poussé le canot par-dessus bord, et dans l'eau. J'ai déroulé l'échelle de corde et j'ai poussé Chloé. « Vas-y toi, la première. » Elle a refusé, ses yeux sombres plongeant dans les miens, sa voix ferme. « Ta main est blessée. Vas-y le premier, et... » Le bateau stable. Je sais nager. Je vais sauter. Ce sera plus rapide. Le temps pressait. Je savais qu'elle avait raison. J'ai descendu en vitesse. L'échelle pour monter dans le canot de sauvetage. Dès que j'ai été dedans, j'ai levé les yeux. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Chloé était à mi-chemin par-dessus la rambarde quand Zeke l'a attrapée, la ramenant sur le pont. Ils se sont débattus et pendant un instant, elle... Aïe le dessus. Pris de panique, Zeke a crié Bill. Chloé essaie de s'échapper dans le canot de sauvetage. À ces mots, une foule de membres d'équipage est arrivée en courant vers la poupe. Chloé a vacillé sa prise, se relâchant juste une seconde, et Zeke s'est libéré. Il a sorti un couteau et le lui a planté dans la jambe. Elle a crié de douleur, mais avec une montée d'adrénaline, elle a balancé son bras et l'a envoyé valser. Elle a retiré le couteau de sa propre jambe. Entendant les bruits de pas qui approchaient, elle s'est retournée, et avec la lame encore humide de son propre sang, elle a coupé l'échelle de corde. La longue échelle de corde est tombée dans la mer, dans un grand plouf. Détaché, le canot de sauvetage a été emporté par le courant et a commencé à dériver. Je ne savais pas ce qui se passait sur le navire. Tout ce que je pouvais voir, c'était Chloé debout sur le pont qui me faisait signe par-delà la distance qui ne cessait de croître. Je me suis agrippé à l'extrémité inutile de la corde, incapable de maîtriser la dérive du bateau, regardant le chalutier devenir de plus en plus petit. Le rugissement des vagues couvrait tous les autres sons. Je n'entendais plus rien. J'ai senti quelque chose de froid et de terrible monter de ma poitrine, se répandre dans mes membres et dévorer ma raison. Seul le son strident d'une corne de brume provenant de l'un des cotres m'a sorti de ma torpeur. J'ai levé les yeux et j'ai vu le drapeau. Un instant plus tard, une explosion assourdissante a retenti sur l'eau. Je me suis retourné juste à temps pour voir une énorme boule de feu jaillir à la surface de la mer. C'était le navire, en proie aux flammes brûlant aussi vivement qu'un lever de soleil. De loin, on aurait dit un phare. Au moment où les détails de l'opération chasse au renard ont été rendus publics, l'été était arrivé à Chicago. Ryan regardait le reportage dans un état second, puis il a baissé la tête et a serré le bouquet de lys dans ses mains. Il ne savait pas depuis combien de temps qu'il était assis là, jusqu'à ce que le chauffeur ouvre sa portière. « Monsieur, nous sommes arrivés. » Il a essuyé ses larmes, a mis une paire de lunettes de soleil et est sorti de la voiture. Le cimetière était bondé, car c'était le week-end. Il a évité les allées principales, se dirigeant vers une section plus calme,
et s'arrêtant sous un grand chêne regardant le visage souriant sur la photo de la pierre tombale. Les larmes qu'il venait à peine de retenir menaçaient de couler à nouveau. Il s'est souvenu que lorsqu'ils étaient enfants, Chloé lui avait toujours dit qu'elle détestait le voir pleurer. Il a ravalé la sensation de picotement dans son nez. Il s'est penché pour poser les lis sur l'herbe, mais il s'est arrêté. Il y avait déjà un petit bouquet de marguerites blanches. Ryan a vivement relevé la tête, ses yeux balayant les environs. Il a cherché longtemps, mais n'a vu personne. Il a finalement détourné le regard, posant délicatement ses lys à côté des marguerites. Il a fermé les yeux, a joint les mains et lui a parlé dans son cœur. Chloé, mon premier spectacle de retour est demain. J'espère que tu serais heureuse pour moi. Monsieur et Madame Miller savent ce que tu as fait. Ils sont si fiers de toi. Je prendrai soin d'eux pour toi. Je te le promets. Je me souviendrai de ce que tu as dit. Je continuerai à danser. Je vivrai une belle vie. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Il est venu te voir lui aussi. Tu le sais probablement déjà. Est-ce ce qu'il t'a dit qu'il a eu sa médaille de la bravoure? Je sais que tu serais heureuse pour lui. Après l'équinoxe d'automne, le temps a commencé à se rafraîchir. Après le dîner, j'ai enfilé une veste et j'ai gravi lentement le sentier de gravier jusqu'au sommet de la petite colline qui surplombait l'eau. Le vent d'automne a ébouriffé mes cheveux courts, les mèches me chatouillant le cou. Je les ai écartés de la main et j'ai regardé le magnifique coucher de soleil, mon esprit dérivant vers un lointain souvenir. À l'époque, je n'étais pas qu'un simple flic de quartier. J'étais l'inspecteur le plus décoré de ma division, et j'avais une petite amie, une avocate. Elle m'attendait devant le commissariat. Chaque jour, à la fin de mon service, nous dînions, puis nous marchions des heures en regardant tomber les feuilles d'automne, tout en parlant de notre avenir. Je lui ai dit que j'avais 2 rêves: gagner la médaille de la bravoure et vieillir avec la femme que j'aimais. Elle m'a souri en retour et m'a dit avec une certitude absolue que mes 2 rêves se réaliseraient. Je l'ai cru. Je lui ai pris la main et nous sommes rentrés. Aujourd'hui, après tout ce temps, je me retourne et il n'y a personne. Je suis resté là un long moment. Avant que je puisse me remettre à marcher, des couples se tenant la main sont passés devant moi. Des familles, avec des enfants, qui riaient. Un couple âgé s'aidant l'un l'autre à descendre le sentier. Mais moi j'étais seul. Je ne sais pas combien de temps j'ai marché avant d'être fatigué. Et je me suis assis sur un banc surplombant l'océan. J'ai levé les yeux vers le phare, son faisceau lumineux fendant l'obscurité grandissante. Et j'ai murmuré dans le vide, menteuse.